Ève Navarre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes la gérante de Denim, fonds d'action de la zone euro, multi-capitalisation de Vestatena. C'est un fonds dont vous avez repris la gestion en novembre 2014 et c'est d'ailleurs une bonne raison pour en parler car Ève, dusse votre modestie en souffrir, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous étiez l'une des gérantes small cap de BNP Paribas Investment Partners et vous comptiez parmi les gérants notés AAA par Citywire durant cette période. C'est une référence. Vous êtes désormais chez Vestatena, qu'on connaît moins. Alors avant que nous n'abordions les spécificités de Denim, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Vestatena. Comment se positionne votre nouvelle maison sur le marché aujourd'hui ? Alors Vestatena, déjà, c'est une société de gestion qui est jeune, qui a été créée il y a bientôt 2 ans, en juin 2014. C'est une société qui a actuellement 270 millions d'actifs sous gestion, 270 millions d'euros d'actifs sous gestion. C'est une société de gestion action à destination historiquement des investisseurs institutionnels et qui s'ouvre également à la distribution. C'est une société de gestion indépendante à 85%. Nous avons un investisseur institutionnel, un actionnaire institutionnel, le groupe Monceau, qui nous suit depuis longtemps. Et nous avons donc plusieurs fonds actuellement sous gestion avec des historiques de gestion relativement longs. C'est ça aussi qui est original pour une société de gestion qui est jeune, puisque par exemple le fonds Denim existe depuis 2002. Donc, ce sont des fonds que vous avez récupérés ? Donc ce sont des fonds que nous avons récupérés avec des historiques de gestion qui sont très bons et donc c'est un plus pour une société de gestion jeune et indépendante. Alors j'ai envie de dire sur le marché aujourd'hui tel qu'il se présente, tel qu'il est configuré, on a beaucoup de monde. Donc quelle est votre particularité ? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus ? Alors nous sommes une société de gestion action, comme je vous le disais, donc de stock picker, une gestion de conviction. Et notre volonté, c'est d'avoir sur chaque produit que nous gérons, une approche originale et thématique qui va nous distinguer des autres sociétés de gestion. Donc ça va être des fonds soit avec une approche ou un univers d'investissement avec une thématique très forte. Nous avons actuellement un fonds or, par exemple. Nous avons également un fonds qui est spécialisé sur la zone nordique. Par exemple, pour Denim, là, on va, certes, l'univers d'investissement est relativement commun, exactement. Mais là, on va se distinguer par une approche qui va être différente de celle qu'on peut trouver jusqu'à présent sur le marché. Notre phrase type pour Denim, c'est une gestion de conviction équilibrée, rigoureuse et pragmatique. C'est là qu'on va se distinguer, avec ces 3 adjectifs, qu'on va se distinguer de ce qu'on peut trouver chez d'autres concurrents. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Denim, vous l'avez mentionné, je l'ai dit, c'est un fonds action zone euro, donc PEable. Il a 100 millions d'euros d'encours. Hein. C'est ça. Votre objectif de gestion avec ce fonds ? Notre objectif de gestion, c'est bien sûr de surperformer, c'est de battre notre indice de référence qui est l'Eurostoxx 50. Dividende réinvesti. Dividende réinvesti. Alors, il se trouve que l'objectif est atteint depuis la création du fonds. Hein. Si on regarde les performances arrêtées au 29 avril de cette année, depuis donc le 27 septembre 2002, date de création du fonds, je le répète, on voit en effet que Denim surperforme dans des proportions significatives. Alors, comment définiriez-vous votre style de gestion, Ève ? Alors, le style de gestion, on en a un petit peu parlé déjà, c'est vraiment une gestion de conviction, donc avec une volonté d'équilibrer les profils d'investissement dans le portefeuille. Alors, en détail. Alors en détail, ça veut dire que je pense que pour surperformer le marché, quel que soit le contexte, et on a vu que les contextes peuvent être très changeants, notamment en début d'année, pour réussir à faire ça, il faut parvenir à équilibrer différents profils de croissance, enfin profils d'investissement des sociétés. Sur les marchés, on peut trouver différents types de cas d'investissement. On a bien sûr les cas d'investissement croissance, c'est-à-dire des sociétés qui vont présenter des profils de croissance très visibles et long terme.
Ça, c'est un premier profil. Deuxième profil, ça va être des sociétés dont la valorisation est attractive. Il y a une décote de valorisation. C'est de la value. Voilà, c'est ça, valorisation. Et dernier profil, c'est le profil momentum. Ce type de profil-là, c'est un cas où, pour des raisons diverses, la croissance de la société, le potentiel de croissance de la société va être sous-estimé par les marchés par rapport à ce que moi j'ai pu identifier comme potentiel de croissance. Donc votre fonds fait un peu la synthèse de tout ça. Notre fonds fait la synthèse de tout ça et l'objectif c'est vraiment d'équilibrer ces différents types de profils, encore une fois pour parvenir à surperformer le marché. Alors vous équilibrez les profils, mais vous êtes également un fonds multicapitalisation. Oui, alors notre univers d'investissement, c'est toute taille de capitalisation de la zone euro. Donc ça va des toutes petites jusqu'aux grandes capitalisations comme Sanofi ou Total. Toute petite, ça veut dire que même une micro-cap, vous pouvez la mettre ou pas? Alors moi, je voudrais me centrer sur l'univers d'investissement qui est les mid-cap, c'est-à-dire les sociétés dont la taille de capitalisation est entre 2 et 10 milliards d'euros. Je pense que là, il y a un vrai vivier, un vrai potentiel pour sélectionner, pour nous les stock pickers, il y a un vrai potentiel pour sélectionner des très belles sociétés, encore une fois avec les 3 profils dont je vous ai parlé précédemment. Et là, il y a un beau gisement et qui est très vaste. Hein. Ça veut dire que la structure du fonds, la composition de ce fonds va évoluer dans les mois qui viennent, parce que quand on regarde la répartition par taille de capitalisation, on voit que les mid-cap que vous visez représentent 37% des encours. Oui, c'est grosso modo 40%, oui. Et l'objectif, effectivement, c'est plus de l'emmener à 60% à moyen terme. Donc là, on voit bien que vous allez en effet rééquilibrer entre large cap et mid cap. Hein. Oui, oui. Est-ce que vous êtes sur un portefeuille très concentré? Oui, moi je le trouve très concentré. L'objectif c'est d'aller de toujours être entre 35 et 50 sociétés dans le portefeuille. 35, là 50. Actuellement. Et les principales lignes représentent quel pourcentage du portefeuille? Les plus grosses. Idéalement, là je parle en termes de conviction. Hein, les plus grosses convictions représentent 4% du portefeuille. Est-ce que c'est pas un risque d'avoir un portefeuille concentré tel que celui de Denim? Alors moi je trouve qu'il est justement bien équilibré en termes de concentration. Là on a en portefeuille 37 titres en portefeuille. Ça me paraît suffisamment bien positionné pour, d'une part, profiter du fort potentiel de croissance qu'on peut avoir sur certains titres, les plus fortes convictions, et en même temps capable d'absorber en cas de choc, parce qu'il y en a toujours des chocs qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prévoir. On peut quand même absorber ces chocs avec des voies qui sont quand même relativement modestes, entre guillemets, par rapport à la taille globale du fonds. Je vous donne un exemple, j'ai un titre récemment qui était en portefeuille, qui a été attaqué par un hedge fund américain. Le titre a perdu 18% dans la journée. Finalement, en termes de performance sur le fonds, ça n'a pas été si coûteux, pas si dramatique. Et bon, le titre maintenant rebondit, donc c'est du passé. Mais il y a toujours des chocs externes et cette répartition, je pense, permet tout à fait d'équilibrer et d'encaisser des chocs externes. Mais le fait que vous réorientez, puisque c'est votre volonté, la pondération vers les mid-cap, la pondération principale, est-ce que ça ne va pas créer plus de volatilité sur le fonds? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas des titres qui sont. C'est des titres mid-cap, donc c'est pas non plus des titres small-cap qui eux peuvent être effectivement plus volatiles parce que moins liquides. Là, on parle de titres quand même qui ont des niveaux de liquidité qui sont très bons. Ça aussi, c'est un point important, c'est un point que je regarde attentivement aussi, hein, toujours assurer la liquidité du fonds. Et là, dans ce vivier-là, on n'a pas ce risque problème de volatilité. Non. Bon, le début d'année a été compliqué pour toutes les gestions, actions. Quelle est votre lecture de l'environnement, rapidement? Et comment peut-on générer de la performance?
Effectivement, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de craintes liées essentiellement enfin, à un ralentissement aux États-Unis, on ne sait plus très bien quel est le niveau de croissance dans les pays émergents, le pétrole. Donc beaucoup de sujets de crainte, effectivement. Au niveau des sociétés, vraiment, je pars toujours du micro parce que je vois les craintes macro. Mais ce qui m'importe, moi, c'est au niveau micro, au niveau des sociétés, quel impact ça peut avoir. Sur les attentes, sur les bénéfices des sociétés, effectivement, on voit une tendance à la baisse globalement. Mais si on regarde encore plus attentivement secteur par secteur, voire titre par titre, on voit que c'est très différencié. C'est-à-dire qu'il y a effectivement sur certains secteurs, par exemple, notamment effectivement le secteur pétrolier, les attentes sont en très nette baisse. Par contre, sur tout ce qui est plus domestique, consommation en Europe, on voit que les attentes sont plutôt à la hausse. Donc je trouve que le contexte finalement est très favorable à notre gestion de conviction qui nous permet d'identifier et de suivre de très près nos sociétés, nos investissements et d'identifier celles qui ont toujours des potentiels de croissance C'est une période pour les stock pickers. En gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est une période très favorable aux stock pickers. Oui. Alors, Ève, on a encore pas mal de sujets à aborder. Je voudrais qu'on parle de la ventilation du portefeuille, ventilation géographique. Vous êtes très concentré sur 3 pays, France, Allemagne, Italie. C'est plus de 80%, 85% du portefeuille. Pourquoi une telle concentration ? Parce que déjà, ce sont les marchés les plus importants au sein de la zone euro. Hein. Il faut bien le signaler quand même. Si on regarde par exemple sur l'indice de référence du fonds, l'Allemagne et la France représentent à peu près 80% à L2. Donc il est logique d'avoir des pondérations aussi importantes. Voilà, c'est là que j'ai trouvé. C'est pas un choix. Je me suis pas dit je vais faire un pari sur la France ou un pari sur l'Allemagne. Ça résulte résultant du stock picking. Du stock picking, tout à fait. Vous avez tout de même 13-14% d'Italie. Bon, l'Italie pose question. En tout cas, son système bancaire pose question. Est-ce que c'est pas un risque supplémentaire pour le portefeuille ? Encore une fois, là, les titres que j'ai en portefeuille ont des dynamiques qui leur sont tout à fait propres. J'ai d'ailleurs des titres bancaires italiens en portefeuille, mais avec des dynamiques qui sont propres à leur... qui sont intrinsèques. C'est ça, à leur fonctionnement, je dirais, à leur profil. Donc, j'ai pas de... Vous n'avez pas d'inquiétude majeure à ce sujet ? D'inquiétude majeure à ce sujet-là, non. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'entreprises du portefeuille qui sont assez illustratives et symboliques de votre approche ? Croissance, valorisation, momentum. Oui, voilà, c'est ça. Je vais vous donner trois idées. Un exemple croissance, c'est la société Fuchs Petrolub. C'est une société allemande qui vend des lubrifiants pour le marché automobile et l'industrie, pour faire fonctionner les machines. C'est une société qui est familiale, en fait, qui est une société très ancienne et qui se développe, en fait, qui est un leader sur un marché de niche. Et qui croît à la fois par croissance organique, parce que c'est la demande, il y a de plus en plus de voitures sur Terre, dans le monde, donc forcément il y a plus de demandes pour les lubrifiants, et qui croît également par acquisition, parce qu'elle a une forte discipline financière et elle a la capacité de se développer aussi en faisant des acquisitions et en prenant des parts de marché sur son marché de niche. Donc Fuchs pour la croissance. Donc là, vraiment une croissance très visible des bénéfices. Un autre exemple de société allemande, toujours, c'est Merck, qui vient de publier ses résultats ce matin. Un exemple, Momentum. C'est une société qui est sous-estimée par les marchés parce que le marché se focalise sur son activité pharmaceutique, où elle a des médicaments qui sont en phase qui ont des concurrents qui sont assez puissants sur les principaux produits pharmaceutiques. Et donc, il y a une forte crainte sur les marchés sur ces produits-là. En fait, ces produits-là résistent mieux que prévu. Et puis surtout, la société a d'autres activités sur lesquelles le marché, les analystes ne regardent pas suffisamment, je pense, les autres activités qui contribuent pourtant à hauteur qui contribuent plus que l'activité
l'activité pharmaceutique dans la profitabilité du groupe Merck. C'est un profil, je pense, une société qui historiquement a été sous-estimée et qui continue à être sous-estimée, qui petit à petit va montrer qu'elle peut faire beaucoup mieux que ce que le marché attend. Et dernier exemple, valorisation, alors une société française, Atos, qui est une société qui arrive à générer une croissance de ses bénéfices qui est relativement importante, qui est similaire à celle d'autres acteurs du marché tels Capgemini et qui pourtant a des niveaux de valorisation bien inférieurs à ceux de Capgemini. Elle génère de la croissance de ses bénéfices pas par la croissance des ventes. Certes, la croissance des ventes est très atone, bien qu'un petit peu meilleure là sur le premier trimestre, mais faible, certes beaucoup plus faible que celle de Capgemini, mais si on regarde la croissance des bénéfices, on se rend compte qu'elle est très bonne parce que cette société restructure en permanence les acquisitions qui ont été faites et arrive, grâce à ces restructurations, à améliorer sa profitabilité, améliorer sa génération de cash flow et arrive à générer une croissance. Bon, Ève, on arrive au terme de cette émission. Si on doit résumer, donc, Denim, c'est un fonds qui mixe un peu les approches, croissance, momentum, valorisation, pour essayer de générer de la performance. Et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour voir ce que ça a donné. Ève, merci. Merci Vincent.